Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de notre merveille nationale du Rafale Marine. Rafale Marine qui est en service depuis plus de 2 décennies et même si les versions ont énormément évolué, vous connaissez mon point de vue, moi je pense que c'est vraiment à partir de 2014-2015 que le Rafale a obtenu ses lettres de noblesse avec les versions vraiment omni-rôle. Moi je suis arrivé dessus en 2015. Eh bien il y a eu quelques accidents. Vous avez eu malheureusement un abordage en vol entre 2 Rafales Marines avec des pilotes d'essai. C'était au-dessus de la Méditerranée. Vous avez eu des illusions sensorielles qui amenaient à la perte d'un Rafale de l'armée de l'air et de l'espace. Vous avez eu également son lot de petits soucis, des fois du monomoteur. Mais c'est un avion qui fonctionne quand même extrêmement bien et les statistiques de sécurité le montent. Plus récemment, on a vu des cas avec des collisions entre du Rafale et de la ligne haute tension. On a même vu un abordage, c'était au meeting aérien de Cognac, mais les 2 avions étaient revenus se poser. Et malheureusement, on a eu un abordage à l'entraînement entre 2 avions de combat. Aujourd'hui, on va se focaliser sur un rapport du BEAE qui a beaucoup à nous apprendre. Avec un Rafale qui a pris feu, non pas de suite, mais après avoir freiné. Et ce qui est très intéressant, c'est que le feu a pris 25 minutes après l'annulation de décollage. Et ça, c'est un point très intéressant. Aujourd'hui, on va parler d'un pilote qui a parfaitement fait sa procédure et pourtant qui a droit à son rapport BEA. Donc dans quelques minutes, on va se téléporter au 12 décembre 2024 à 13h25 sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan avec un Rafale C du Grand 330 Lorraine. Vous allez voir comment un oiseau peut mettre en danger un avion merveilleux à 100 millions d'euros. C'est vrai pour le Rafale, c'est vrai pour le Typhoon, c'est vrai même pour des 737 qui peuvent parfois en Alaska se battre contre des cerfs et des biches. Et oui, peut-être qu'en fait c'était pas un chasseur d'amphibie, mais un 737. Et juste avant d'attaquer dans le dur, une grosse déclaration de biais. J'étais chef de patrouille projection de puissance sur Rafale. J'adore cet avion. J'ai eu la chance d'être officier d'utilisation opérationnelle, officier de liaison si vous voulez avec les industriels, expert sur la machine. Et donc forcément, quand je traite d'un sujet sur le Rafale, j'ai une affection particulière pour cet avion que j'ai eu la chance de piloter en meeting aérien, mais également au combat pour servir les intérêts de la France. Allez, on attaque tout ça juste après la présentation de notre partenaire qui n'est pas une biche. Et aujourd'hui, notre partenaire c'est Mammouth AI. Et accrochez-vous bien, comme le Rafale, c'est français, et comme les Rafales, ça réfléchit un petit peu en mode fusion de données, fusion de capteurs. Et vous savez probablement qu'il existe une multitude de systèmes d'intelligence artificielle, que ce soit Claude, que ce soit ChatGPT, que ce soit Gemini, Mistral, et de nombreux modèles d'images. Et la problématique, c'est obtenir la meilleure réponse à votre état final recherché. Et en fait, ce que Mammouth AI vous propose, c'est de comparer les réponses des différentes intelligences artificielles. Et ça, c'est super malin. Parce qu'avec un seul abonnement, à partir de 10 € par mois, ça vous évite de payer un abonnement chez absolument tout le monde. En plus, c'est français, ça se conforme au RGPD. Et à partir de là, vos informations ne sont pas utilisées par les différentes intelligences artificielles. Donc avec Mammouth AI, ça va vous permettre en fait, de comparer les différents retours. C'est la même philosophie que le Rafale. C'est pour ça qu'on travaille avec eux. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est bien. Et en plus, c'est français. Pas mal, non? C'est français. Alors forcément, vous avez droit à plein de choses, comme le chat vocal. Perso, j'utilise énormément le chat vocal. Pour tout vous dire, j'avais mal au pouce, j'ai des douleurs au pouce, du coup je tape beaucoup moins et je fais beaucoup plus de chat vocal parce que j'aime pas faire des vocaux, mais j'aime beaucoup faire de chat vocal. Donc le vocal vers texte, ça a complètement changé ma vie ces derniers temps de travailler comme ça. Et en plus derrière, faut savoir que vous avez des offres équipes et entreprises et qu'à ce jour, il y a plus de 300 entreprises d'administration publique qui utilisent ces offres-là. Allez, merci à Mammouth AI de nous permettre de faire ce contenu et jingle. Alors comment est-ce que ça fonctionne par exemple dans l'aviation de ligne? C'est très simple et il faut faire simple. On a des procédures qui doivent fonctionner sur tous les continents, avec tout type de population. Tout le monde ne peut pas s'entraîner comme un pilote de Rafale sur lequel on va investir des millions. À partir de là, vous avez la V1, la VR et la V2. Si vous connaissez ces 3 vitesses avec un avion de ligne,
vous êtes pas mal. Ces vitesses vont dépendre de la température, de votre masse, d'une multitude de facteurs. Et, spoiler alerte, sur Avion on ne décolle pas forcément plein gaz. C'est une grande différence avec le Rafale où de base, on met les gaz, on met la post-combustion et on arrache l'avion quand il est léger en quelques centaines de mètres seulement, même si on a 3 km de piste. Un avion de ligne, on va adapter la poussée de manière à avoir un bon équilibre entre ce qu'il consomme, la hausse des températures dans le réacteur et donc sa fatigue. Parce que dans l'aviation de ligne, on a une petite équation qui est différente puisqu'on rajoute la variable rentabilité, là où quand on décolle un Rafale, je ne vous cache pas que ce n'est pas la préoccupation principale. À partir de là, V1, si on veut faire très simple, c'est la vitesse de décision où, quoi qu'il arrive, dans un avion de ligne, on poursuit. À tel point que dans certaines compagnies, le commandant de bord a la main sur les gaz jusqu'à V1, et à V1, il retire physiquement sa main des manettes de gaz de manière à ce qu'il n'y ait pas de doute, même s'il y a un problème après V1. On ne touche plus au gaz, ce n'est pas une option. On n'a pas la piste suffisante pour s'arrêter, on va se mettre en l'air. Alors, si vous perdez 2 moteurs sur 3 ou les 2 moteurs sur 2, on l'a vu l'année dernière, ça pose des soucis. Mais là, on n'a pas le choix, il faut continuer. Par contre, toute panne avant V1, la main sur les gaz, plein réduit, on freine, on arrête l'avion. Et les avions de ligne, même prenez un 747 très rapide à la masse max, ça va s'arrêter. Ça a des trains extrêmement costauds. Par contre, ça va emmagasiner de la chaleur avec les trains carbone et donc il va falloir laisser refroidir avant de retenter un décollage puisque vos freins sont montés en température, ils freinent moins bien. Et donc, vous devez refaire vos calculs et attendre que vos freins redeviennent pleinement efficaces avant de repartir. Une fois que vous avez passé V1, la vitesse d'après qui vous intéresse, c'est VR, la vitesse de rotation. À la vitesse de rotation, vous commencez à tirer sur le manche et après vous avez la vitesse de lift-off où tu commences à voler. Des fois, il y a plusieurs nœuds entre les deux. Maintenant, si tu as perdu un moteur, tu es en bimoteur, tu vas à V2. Il ne faut pas passer en dessous de V2, sinon tu prends le risque de ne plus pouvoir contrôler l'avion parce que par exemple sur un avion de ligne, tu as une poussée désymétrique. Sur Rafale, les deux réacteurs sont extrêmement proches l'un de l'autre. Donc on n'a pas trop de risque de ce qu'on appelle de VMCA, de vitesse minimum de contrôle avion, contrairement à un avion de ligne où, vous voyez, il y a du levier. Si je vous coupe ce moteur-là, et ça fait ça. Maintenant, sur un Rafale, les deux moteurs sont là, je vous coupe un moteur, ça reste quand même dans l'axe, c'est pas trop gênant. Voilà pour l'idée macro. Forcément, dans l'aviation militaire, on ne fait pas comme les autres. Donc on n'a pas de V1, on a V-no-go. Tu as une vitesse à laquelle tu peux poursuivre et tu as cette vitesse de changement qui te dit au moment en fait où tu changes de casquette. Donc vous voyez la V-no-go comme la V1 en fait, si on veut faire simple. Par contre, il y a quand même 2-3 petites subtilités. La V-no-go, elle te permet de t'arrêter en prenant en compte qu'on est sur une base militaire et que tu as une crosse à l'arrière de ton Rafale, même le Rafale C. Et donc si tu as en bout de piste des brins disponibles et tu as également sur beaucoup de bases militaires des barrières d'arrêt, cela va rentrer en ligne de compte dans ta décision. Et la philosophie globale, le consensus dans les armées à l'heure actuelle, c'est qu'on préfère garder un avion au sol que le faire décoller. Pourquoi ? Une des raisons, c'est quand même que vous avez pas mal de pannes qui s'unissent par une éjection avec un avion de combat. À partir de là, tu es au sol, tu as un brin d'arrêt, tu as une barrière d'arrêt, tu y vas. Maintenant, attention, on préfère largement le brin d'arrêt à la barrière d'arrêt. À votre avis, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la barrière d'arrêt, fonction de la vitesse à laquelle tu l'engages, tu risques d'abîmer ton aéronef. On a une perche sur le Rafale, on a également une verrière qui peut casser si elle est fragilisée. Donc, vous allez privilégier le brin, puisque le Dassault Rafale est un avion qui aime bien prendre des brins, il n'y a aucun souci, surtout le Rafale Marine, et donc du coup ça va décélérer et pas poser de soucis. Maintenant, et c'est bien pensé, si vous prenez par exemple la base de Marsan, au moment où vous engagez les brins, il vous reste encore plusieurs centaines de mètres de béton, de pistes, de prolongements occasionnellement roulables devant vous. Donc voilà ce qui est dit. Notre avion, il s'aligne. Alors on voit sur l'image qu'il se décale un peu à gauche. Il ne remonte pas la piste, il se décale un petit peu à gauche, possiblement pour éviter certains systèmes. Par exemple, vous prenez les Falcon 10 à Landivisio, ils ne pouvaient pas décoller du bout de piste parce qu'on avait justement ce brin. Et donc quand vous allez sur des bases aéronavales, il faut faire attention au brin. Si vous posez sur le brin peut rebondir et peut vous abîmer les jambes de train, ça c'est déjà vu, et faire des pannes hydrauliques. Donc par exemple, sur les Falcon 10 à l'époque à Landivisio devaient rouler
on passait le brin. Une fois qu'on avait passé le brin, on pouvait décoller de manière à éviter d'abîmer notre jambe de train. Donc il y a toujours des spécificités sur les terrains de la marine. Si un jour vous dégagez sur un terrain marine, attention, posez-vous après le brin, de préférence. Il met plein gaz, l'avion accélère et au pire moment, paf, ça tape un oiseau. La décision, on est avant la no-go, est la bonne. Il interrompt son décollage, plein réduit, commence à freiner. Et là, forcément, entre le moment de la décision et le moment où ça commence à décélérer, il y a un petit temps. Vous avez donc un dépassement de la no-go, mais qui est normal. Et là, il va freiner de manière continue. On a déjà parlé sur la chaîne, c'est la bonne méthode. Et il va relâcher au moment où il y a Brakes Energy qui apparaît. C'est un système qui est là pour éviter que tu mettes le feu à tes freins. Il sait que tu as la capacité de prendre les brins devant. Donc, il relâche. C'est pas naturel, hein. Il relâche à Brake Energy. Il lui reste alors un petit kilomètre de piste devant lui. Il se met bien au milieu de la piste, il sort sa crosse d'atterrissage et paf, il engage le brin en toute sécurité, rien à dire, procédure parfaitement suivie. La caravane sécurité arrive, on a alors un véhicule de secours aux aéronefs, on a des véhicules mousse, on a également l'ambulance qui vient, et là maintenant les pompiers vont suivre leur procédure. Eux, ce qui les inquiète initialement, c'est un feu moteur, il y a eu une ingestion dans le réacteur d'un oiseau, et ils vont prendre régulièrement la température des freins pour surveiller. Et là, ils vont se rendre compte que les freins continuent à monter en température, ce qui est attendu. Au bout de 10 minutes, il y a une sécurité qui va venir dégonfler les pneus de manière à éviter une explosion de pneus, hein, ça peut tuer. Et après, derrière, au bout de 25 minutes en tout, il va y avoir un début d'incendie que les pompiers vont pouvoir traiter. Et au final, on va pouvoir changer les roues et tracter l'avion. Ensuite, derrière, il y a eu enquête, mais ce qui est très intéressant, déjà, c'est de voir que le pilote est très bien formé, a parfaitement appliqué la procédure, mais que sur d'autres aéronefs, on n'a pas ça. Vous prenez le Typhoon, ils ont un système avec ventilateur intégré, et donc, quand vous faites une accélération arrêt, vous ne coupez pas l'avion, vous restez dedans, le moteur tourne ou l'APU tourne, et ça va venir faire refroidir vos freins. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que c'est un talon d'Achille sur ces aéronefs-là, qu'il n'y a pas toujours une caravane sécu à côté, et ça vous permet d'être plus résilient, même dans vos vitesses, s'il n'y a pas de bras en bout de piste. Ça évite un départ d'incendie. Deux philosophies différentes. Alors, il faut voir tout ce qui est un peu germanique, tout ce qui est un petit peu américain, ils aiment bien les gros freins, hein. Je vous parlais de Boeing tout à l'heure, les Boeing et 747, vous le lancez à grande vitesse, on en a eu à Air Canada, il y en a eu à Corsair, vous avez besoin de l'arrêter, le truc il va s'arrêter, il n'y a pas de souci. Et là où sur Rafale, vous voyez qu'on a des freins, j'ai envie de vous dire peut-être un petit peu plus légers, un petit peu moins costauds. En tant que marin, c'est pas moi que ça a choqué, on a des bras. Maintenant, on va essayer de comprendre un tout petit peu la partie thermique. Quand on regarde ce schéma du BEAE, vous voyez clairement qu'il y a 3 zones d'énergie au niveau du freinage. Vous avez la zone verte, l'utilisation normale. Alors, sur Rafale, quand tu freines, tu as la décélération qui s'affiche, qu'on appelle le JX. Donc, c'est le facteur G de décélération. Là, on voit qu'il est utilisé 0,4. Et en temps normal, tu vas décélérer à une certaine valeur en étant le plus souple possible et le plus continu possible. Dans la zone orange, tu risques la surchauffe. Et quand l'énergie elle dépasse le seuil normal, en fait, tu as les fusibles de roues qui peuvent fondre de manière à protéger justement les pneus et éviter une explosion. Alors, c'est possible que tu aies un incendie, mais il va être différé à cause de l'inertie le temps que les freins montent en température. La zone rouge, là par contre, est dans l'énergie de freinage détresse. Et là, on ne peut pas te garantir que tu vas pas prendre feu avant d'évacuer l'avion. Alors ce jour-là, notre pilote, il a parfaitement suivi la procédure et les lois de la physique sont là. 10 minutes, 25 minutes. Point intéressant quand même, c'est vraiment cette notion de break énergie. On voit qu'il y a eu cette décélération initialement, mais on est quand même presque à 170 nœuds. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, regardez en km/h ce que ça fait. Et donc on va se retrouver à devoir freiner un aéronef qui est pas loin des 20 tonnes, qui est avec une énergie folle, et il va falloir donc le décélérer, là jusqu'à 92 nœuds. Après, il relâche et vous voyez que les 1000 mètres suivants, ça décélère très peu. Il passe de 92 nœuds à 67 nœuds avant d'engager le bras. Maintenant, si vraiment il y a besoin, tu vas refreiner. Mais le risque, c'est d'avoir un départ d'incendie plus rapide. Comme on disait tout à l'heure, dans l'aviation de ligne, vous pouvez être amené à faire des annulations de décollage. On a vu avec le cas de l'avion d'Air Canada qui a eu un accident aux US, qu'il y avait un 737 MAX qui avait fait 2 annulations de décollage avant. Donc ça, c'est des choses que vous allez prendre en température. La prochaine fois que vous prenez un avion de ligne, regardez en fait ces roues, regardez ces trains. On est sur des systèmes de freinage qui sont vraiment massifs et qui sont
extrêmement efficace. Maintenant, dans ce rapport, il y a un point, je trouve, qui n'est pas du tout adressé, c'est celui en fait du moteur. On voit clairement que le Faucon Crécelle, il a été retrouvé en 3 morceaux. On voit que ça a touché au niveau de la perche, ça est rentré effectivement dans le réacteur, mais on ne dit pas trop quid du réacteur, dans quel état il était. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pratique d'avoir un bimoteur. Typiquement là, même s'il avait décollé avec un moteur en moins, alors après il faut voir ce qui a endommagé tout ça, hein, il était mis au sol, mais il y a encore de la vie, c'est le gros avantage du bimoteur, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a 2 entrées d'air séparées. Une des raisons pour laquelle vous ne voulez pas avoir une seule entrée d'air pour 2 réacteurs, c'est justement en cas d'ingestion de péril aviaire, ça va vous permettre d'éviter ces risques-là. Encore une fois, on a quand même un M88, hein, le moteur qui se prend un oiseau à 161 nœuds, et si on ne nous en parle pas, c'est qu'on peut dire bravo à Safran, ça fonctionne bien. Maintenant, ça c'est un terme, ce qu'on appelle le FOD, le Foreign Object Damage, et les avions sont réfléchis pour pouvoir prendre justement des impacts. Pour les avions de ligne, ils se prennent des poulets propulsés dans les réacteurs. Ce jour-là, le péril animalier, il est faible. Il faut savoir que fonction du péril animalier, on a des procédures qui vont varier. Par exemple, dans certains cas, vous n'allez pas faire de décollage ou d'atterrissage section parce qu'il y a un péril aviaire, comme on dit, qui est trop fort. Il faut également savoir que le péril animalier sur un terrain, c'est pas que les oiseaux. On a déjà vu des animaux traverser, taper des avions, et les statistiques sont extrêmement intéressantes. Alors, j'ai pas réussi à trouver en source ouverte beaucoup de statistiques côté français. Ce que je vous propose là, c'est qu'on regarde un petit peu les statistiques qui sont données par les bases FAA, donc Civil Aviation américaine, et US Air Force, parce qu'elles sont extrêmement riches. La base de données BACH de l'USAF, BACH c'est Birds and Wildlife Track Hazard, donc c'est le danger des oiseaux et de la faune sauvage. Depuis 1995, l'armée américaine, ils ont enregistré 69 000 impacts avec la flotte aviaire. Ça a amené à la mort de 23 aviateurs. Je vous rappelle que dans l'armée de l'air, un personnel de l'armée de l'air, on appelle ça un aviateur. Donc aviateur, c'est les personnels navigants qui étaient à bord. 12 appareils détruits et 400 millions de dollars de dégâts. Donc 69 000 impacts pour, si je puis dire, 12 appareils détruits. C'est quand même assez intéressant. Deuxième chiffre intéressant, là c'est celui de la FAA. Dans les données civiles américaines, sur 34 ans, de 90 à 2023, 36% des impacts, c'est lors du décollage et de la montée initiale. Et 61%, c'est les phases d'approche et d'atterrissage. Vous avez donc 2 fois plus de chances de taper un oiseau en phase d'atterrissage et d'approche qu'au décollage. Grande différence entre les deux. Au décollage, vous avez le moteur qui est à pleine puissance. À l'atterrissage, il est plutôt sur l'arrière. Petite stat intéressante également qui nous vient d'une étude publiée en 95, qui est principalement sur les années 80 et sur le F-16. À cette époque-là, 20% des accidents de F-16, monomoteur, avec une très grande entrée d'air, se produisaient pendant les phases de décollage et d'atterrissage et 53% en vol basse altitude. Donc c'est un chiffre ancien, c'est pas la même chose, mais ça vous donne une petite idée. Pour des avions monomoteurs de chasse, 20% à l'époque des problèmes phase décollage, atterrissage, 53% plutôt sur des phases basse altitude, parce qu'en fait, il y a des oiseaux à basse altitude également. Le dernier accident en date pour les Américains, l'étude est sortie en février 25, on en a fait une vidéo. C'était en avril 2024 sur la base de Holloman, un F-16C qui a perdu la poussée 36 secondes après le décollage. Le pilote s'est éjecté à 1400 pieds. L'avion a été détruit pour un coût estimé à 22 millions de dollars. Donc c'est sûr que si vous tapez quelque chose, vous êtes encore au sol, vous avez la capacité de vous arrêter. C'est quand même une situation d'avenir. Par contre, vous ne pouvez pas dire « posez pas cassé », vous n'allez pas décoller. En définitive, qu'est-ce que ce rapport nous permet de comprendre? Déjà qu'en termes de procédure, il n'y avait pas un parfait alignement entre la tour de contrôle, les pompiers, les pilotes. Donc ils ont fait évoluer les procédures, ils les ont mis à jour de manière à s'assurer que tout le monde parle la même langue. Donc ça, c'est un win, si je puis dire, pour le BEAE qui a permis de détecter ce point-là et de s'assurer que tout le monde parle la même langue et les mêmes priorités. L'autre point, un point très intéressant, cette notion de V-no-go quand vous faites de l'aviation légère. Quels sont vos critères décisionnels? Généralement, dans l'aviation légère, vitesse de rotation, c'est notre V-no-go. Vous n'avez pas de cross pour vous arrêter. Par contre, c'est des choses à prendre en considération. Les conditions du jour, c'est pas assez intellectualisé souvent dans l'aviation légère. On va vers des températures assez chaudes. Un décollage par 35 degrés ou 40 degrés sur la piste ne vous donne pas du tout les mêmes performances qu'un décollage par 15 degrés. Et pourtant, trop souvent, on garde les mêmes vitesses. Donc ça, c'est vraiment un axe de réflexion intéressant, je vais vous le redire. Dans l'aviation de ligne,
dans l'aviation professionnelle, dans l'aviation de chasse, avec un Rafale qui pousse 15 tonnes, même quand tu décolles à 13 tonnes, tu calcules tes performances du jour en permanence. Et s'il y a des modifications, nous on appuie à la radio pour qu'on nous recalcule les perfos de manière à rentrer dans le système les bonnes vitesses et être du bon côté de la sécurité, même si je vous cache pas que les accélérations-arrêts, c'est rare. Accélération-arrêt haute vitesse, encore plus rare. Moi, j'ai fait de l'accélération-arrêt plutôt basse vitesse. D'ailleurs, à mon époque, c'était des procédures différentes entre basse vitesse et haute vitesse, justement parce que c'est pas du tout la même chose pour les freins. Ce qui nous amène à l'autre leçon, vos freins ont de l'inertie, surtout si c'est des freins carbone. Et à partir de là, vous êtes dans un avion-ligne, il faut évacuer, et ben, par moment, et on l'a vu sur certains événements aéronautiques, l'équipage va décider de garder les gens dans l'avion avec les jambes de train facilement accessibles aux pompiers, le temps que le pic de température soit passé de manière à s'assurer qu'il n'y ait pas de départ incendie alors que vous avez lancé une évacuation avec des toboggans et avec des passagers partout autour. Donc si un jour vous êtes dans un avion et que vous voyez qu'il y a une accélération arrêt mais il n'y a pas d'évacuation même s'il y a des dégâts ou autre, eh bien c'est pour votre sécurité. Le commandant de bord pèse les différentes options. Et ce que vous ne savez probablement pas à ce moment-là, eh bien, c'est que voilà, les freins vont continuer à monter en température pendant 15 à 20 minutes. Repensez à ce Rafale. Et la troisième leçon, je pense que c'est la plus intéressante, c'est regarder sur le site du BEA, on n'a pas beaucoup de comptes rendus d'accidents sur le Rafale. Comme diraient les Américains, good. Comme vous le savez, nous, on intervient beaucoup dans le monde de l'entreprise pour expliquer l'évolution de la culture de sécurité, que ce soit dans l'aviation militaire, j'aime bien prendre l'exemple de la Navy, de l'aéronaval, ou que ce soit dans l'aviation civile. Et en fait, cette évolution de la culture, elle a beaucoup à apprendre aux autres industries. J'interviens régulièrement chez des énergéticiens, dans des usines, parce que justement, souvent, vos process sont ceux de l'aviation des années 60 ou 80. Et je dis pas ça méchamment, c'est juste que on a dû se transformer. Dès qu'il y a un accident, on a besoin de se transformer. Et donc, il y a certaines portes, si je puis dire, qu'on s'est prises de pleine face, certaines réticences qu'on a pu intellectualiser et qu'on peut maintenant partager aux autres industries. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que quand on en est rendu à voir le BEA qui intervient sur ce type d'événement pour nous faire un rapport, et moi je pense qu'en tant que citoyen, on peut être fier de notre armée de l'air, qu'en tant qu'ancien opérateur, moi j'étais dans l'aéronaval, mais on peut être fier également de ce qu'est devenu la culture de sécurité de l'armée de l'air. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque de mon père, ça plantait, il faut le dire, des dizaines d'avions par an. Et la culture de sécurité a évolué. Moi, ce que j'aime bien expliquer, c'est mon point de vue. Une des raisons pour laquelle la définition de ce qui fait du chasseur un bon chasseur a beaucoup évolué, c'est parce qu'on a moins de matériel. À partir de là, il faut toujours continuer à être crédible, avoir une dissuasion nucléaire, une dissuasion conventionnelle. On a besoin de nos avions pour pouvoir faire cette dissuasion. Et là où avant on avait beaucoup d'avions et ce qui était important c'était de s'entraîner un petit peu aux limites du domaine de vol, maintenant ce qui est important c'est oui de créer de la valeur d'un point de vue tactique, de maintenir le niveau d'entraînement, voire de développer des nouvelles tactiques sans pour autant mettre en danger le matériel. Parce que quand on perd des Rafales, malheureusement on va les perdre pour plusieurs années. Et quand on perd des pilotes associés, ça va être irremplaçable. Donc à partir de là, la priorité dans les armées est vraiment devenue depuis quelques dizaines d'années la sécurité. Et si on en est à voir ce genre d'accident, ce genre de compte-rendu d'événements, eh bien c'est parce que la transformation vers priorité numéro 1 égale sécurité a fonctionné. Et pour ça, je pense qu'on peut féliciter nos aviateurs de l'armée de l'air et de l'espace. Alors, point important, quand je dis nos aviateurs de l'armée de l'air et de l'espace, je ne pense pas qu'au personnel navigant. Une des raisons pour laquelle la culture de la sécurité s'est améliorée et les statistiques de sécurité se sont améliorées, c'est également grâce à toutes les fonctions support que l'on ne voit pas, toutes ces personnes de l'ombre qui permettent la mise en œuvre de ces avions. Vous prenez le 330, vous prenez le 9, vous prenez la 30e escadre, ça ne fonctionnerait pas sans des centaines d'hommes et de femmes qui sont dévoués à créer de la disponibilité, à entretenir les avions, à leur permettre d'être verts, comme on dit, et de pouvoir partir en vol. À partir de là, on sait que la flotte Rafale est quand même très sollicitée, qu'elle a de multiples engagements, que ce soit la dissuasion, que ce soit la protection des intérêts de la France, que ce soit des déploiements en Jordanie, que ce soit des déploiements un peu partout, plus la posture permanente de sécurité. On sait que c'est un combat constant pour maintenir un haut niveau de disponibilité et on sait aussi que malheureusement la flotte française, on n'est pas 100% antenne active, 100% d'OSF sur tous les avions et donc il y a un vrai combat constant de la part des logisticiens, de la part des industriels, de la part des mécaniciens pour permettre aux pilotes de partir en vol
avec l'avion le mieux équipé possible. Et donc, ce qu'on ne voit pas forcément dans les chiffres de disponibilité ou autres, c'est qu'en fait, et moi, c'était mon travail, j'étais l'équivalent de officier des vols, c'est une sorte de chef d'escadrille où on planifie les vols, et il faut réussir à mettre le bon avion avec les bons systèmes, au bon pilote, dans la bonne zone, pour la bonne mission, pour qu'on ait une certaine rentabilité dans l'entraînement du pilote, pour qu'il puisse cocher les bonnes cases, développer ses compétences. Et donc à partir de là, c'est extrêmement important de bien le comprendre. Réduire le temps d'indisponibilité des avions, c'est vraiment le combat moderne dans l'aviation en 2026, parce qu'on a une petite flotte, qu'elle est sursollicitée, c'est le chef d'état-major de l'armée de l'air qui l'a dit. Et si on a des bons chasseurs qui sont au bon niveau d'entraînement et qui ont parfaitement défendu le ciel des Émirats, c'est parce qu'on a des bons mécaniciens, des bons logisticiens et une très belle industrie de défense. Alors merci à eux, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Pourquoi pas dans votre entreprise, on a pas mal d'interventions là qui sont en train de tomber pour mai et pour juin, mais n'hésitez pas à la rentrer également. Et si vous vous intéressez au concept du bon chasseur, au concept du bon équipier, c'est la base. Eh bien, on a le nouveau livre Au-delà du leadership qui est disponible sur Amazon international ou sinon, vous nous le commandez directement sur le site web. On a également des patchs, des petits trucs sympas. Allez, et peut-être à bientôt sur le bassin d'Arcachon pour voler ensemble ou faire une journée pour vos équipes. Stay safe.